grand plaisir que je me joins à vous à ce webinaire. Donc, je remercie M. Charaïdi et l'association AMCAR pour l'invitation. Donc, j'aurai à vous traiter la première partie. Dans le cas clinique, on va relater la définition et la classification. Je vous présente le cas clinique d'une jeune patiente que nous avons pris en charge en décembre 2019. C'est une jeune patiente de 21 ans, sans antécédent notable, et qui présente donc depuis 6 mois une dyspnée d'aggravation progressive admise avec un alpha-3 LMRC, et il y a une notion de glycotynie. Chez cette patiente, l'examen clinique donc note qu'il est eupnéique, la saturation au repos il est à 96%, il n'y a pas de cyanose des extrémités buccales, il n'y a pas de lésion cutanée, il n'y a pas d'hypocalcémie digitale, et on n'a pas trouvé non plus rien d'anormal à l'examen thoraco-pulmonaire, il n'y a pas de râle crépitant, il n'y a pas d'anomalie. À l'examen cardiovasculaire, c'est une patiente qui a la présence d'écho périphérique, elle a une fréquence cardiaque à 98, la tension est à 11,7, il y a un éclat de B2 foyer, donc pulmonaire, et vous n'avez pas de signe périphérique d'insuffisance cardiaque droite. Sur la radio thorax que vous voyez, donc elle présente une série d'arc-moyen gauche, vous voyez qu'il y a une combinaison de la fenêtre aortique pulmonaire. Sur le CG, il y a des signes de cœur droit. Sur les données de l'échographie cardiaque, nous avons une probabilité élevée d'hypertension pulmonaire avec une dilatation du ventricule droit, avec une fonction qui est conservée, et il y a un décollement péricardique minime. C'est une patiente qui nous a été référée de la cardiologie avec une échographie déjà initiale faite. Donc, nous avons assuré le bilan étiologique de cette hypertension pulmonaire. Dans un premier temps, on a éliminé une cause fréquente, c'est les accidents thromboemboliques. Alors, chez cette patiente, l'enjeu scanner était normal, il n'y avait pas d'embolie, pulmonaire, il n'y avait pas d'anomalie parenchymateuse, reflux parenchymateuse, et il n'y avait pas d'adénoplasie médiastinale. Et quand vous voyez le tronc de l'artère pulmonaire dilatée, vous voyez dilatation du câble droite, notamment l'OD. Comme précédemment cité, donc éliminer l'embolie pulmonaire, il y avait la scintigraphie pulmonaire qui avait éliminé l'absence d'effect. Et la fonction respiratoire chez ces patients montre une légère diminution du volume médiatique, le VMS à 79%, la capacité vitale forcée 74%, avec une diffusion qui est pas à 69% et un KCO 72%. Le test de manche, il y a une intolérance à l'effort, la patiente ne fait même pas plus de 120 mètres à 2 minutes. Alors, sur son bilan biologique, il n'y a pas d'anomalie. La NFP, c'est une hémoglobine à 12, l'ionogramme, le bilan hépatique, l'électrophorèse des protéines sont normaux, et la protéinurie est négative, comme on avait également fait le bilan immuno, et les sérologies virales DSC et le VIH, et la TSH, il n'y a pas d'anomalie. Alors, concernant l'échographie abdominale, le transport est normal, et à noter que son pro-BNP était élevé, il était à 1832. Alors, devant cette patiente, il présente une probabilité élevée d'hypertension pulmonaire après avoir écarté une embolie pulmonaire. Elle a 21 ans, elle n'a pas de valvulopathie mitrale, il n'y a pas d'anomalie de cardiopathie congénitale sur les premières données, et à l'examen, il n'y avait pas d'éléments pour une maladie générale, et on a insisté, il n'y a pas de crise médicamenteuse, et il n'y a pas de forme familiale similaire. Donc, c'était sur une probabilité d'une hypertension pulmonaire. On a confirmé par un cathétérisme cardiaque droit, qui a été réalisé en 19 décembre et qui a montré que les pressions pulmonaires étaient élevées. Alors, la pression pulmonaire moyenne était à 94 mètres de mercure, la pression capillaire était à 7, la pression au niveau de l'oreille droite à 13, et la RDP était très élevée, quand vous voyez 67, et l'index cardiaque bas à 1,2, et la saturation de l'artère pulmonaire à 43%. Donc, on est face à une hypertension pulmonaire très capillaire avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Et pour les éléments pronostiques, on a également un index cardiaque qui est bas et une saturation qui est basse. Quand on a réalisé le test de vasoréactivité chez cette patiente, après le test NO, les pressions sont demeurées inchangées. Et la pression pulmonaire de 94 est passée à 90. Le test est considéré comme négatif
Et lors de cette exploration, il n'y a pas eu d'angiographie faite. Donc, on est resté sur une hypertension pulmonaire très capillaire, RVT élevé, non réactive au ENO. Alors, la seconde étape, donc, on est probablement sur une hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1. Avant de proposer à la patiente un protocole thérapeutique, on a évalué la gravité de la malade. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de risk assessment. Il y a 3 niveaux. Le niveau clinique, la patiente, comme ça a été cité, elle ne présente pas d'insuffisance cardiaque droite. Elle est en progression peut-être lente. Alors, les symptômes, elles sont occasionnels et la classe YHA et le A3. C'est parfois difficile où il y a une confusion chez les patients entre le 3 et le 4 pour la classe, mais quelques symptômes quand même sont rapportés. Le test de marche, elle ne tolère pas l'effort, il est moins de 120. Le BNP, il est élevé. Quand on reprend l'échographie cardiaque, il y a un épanchement péricardique. Il n'y avait pas la surface de l'OD sur cet élément pour la rapporter comme critère de risk assessment. Et quand on voit les critères hémodynamiques, la POD est à 13, l'index cardiaque et la saturation. Ce qui est en jaune, ce sont les éléments qu'on a classés comme intermédiaires, à risque intermédiaire, mais il y a des éléments qu'on a classés chez cette patiente à risque sévère. Exemple, le test de marche, le pro-BNP et 2 critères hémodynamiques, l'index cardiaque et la saturation. Ce qui fait que pour cette patiente, on a opté pour la classer comme hypertension artérielle pulmonaire hépatique non réactive de classe YHA3 et à risque élevé. Maintenant, d'après l'évaluation du risque, l'approche thérapeutique, dans un premier temps, il y a des mesures générales que vous connaissez. Ces mesures générales, c'est une jeune patiente qui vont concerner l'absence d'effort, la grossesse. Important, la vaccination anti-réflexe toxique et surtout aussi éviter les situations d'hypoxie, surtout s'il y a un vol. Et puis, l'effort doit être normalement, la réadaptation à l'effort doit être minutieuse pour ne pas exposer à des efforts importants. Et si jamais il y a une chirurgie, privilégier les péridurales et prévenir le réanimateur qu'il soit de la situation de la patiente, puisque privilégier autant que possible les épidurales. Et normalement, c'est un step avec le réanimateur ou le chirurgien. Après les mesures générales, il y a le traitement adjuvant. Comme vous voyez, le traitement adjuvant, selon les standards publiés par le CS et le RS, qui vont comprendre l'ensemble de ces mesures. Alors, j'aimerais juste préciser que le traitement anticoagulant, il n'est indiqué que de 3 formes, l'idiopathique, comme notre patiente, les formes irritables et les formes liées aux médicaments. Il est inutile d'anticoaguler toutes les formes d'hypertension artérielle pulmonaire, sauf s'il y a une autre indication cardiologique à un traitement anticoagulant. Le traitement diurétique, comme vous voyez, les autres mesures. Important, c'est au niveau de 2 classes thérapeutiques en cardiologie, les inhibiteurs de conversion répétable camp. Certaines classes sont évitées, sauf s'il y a une autre indication, un traitement spécifique de l'HTAC, mais à préserver s'il y a une autre indication, comme le préconise le consensus. Troisième volet du traitement, c'est le traitement vasodilatateur. Notre patiente, avec ces 2 mesures, elle a été mise sous traitement macitentan, inhibiteur d'endothéline, 1 comprimé par jour de 2 mg, et un inhibiteur de la phosphodiesterase, 20 mg de comprimé. Vous avez bien vu que la patiente elle a un risque élevé. Je reviens juste au traitement disponible au Maroc. Alors, pour vous citer, nous avons les inhibiteurs calciques réservés uniquement aux répondeurs. Ce n'est pas le cas de notre patiente. Nous avons 2 inhibiteurs endothéline, le macitentan est en AIM, le bosantan est en ATU, parce qu'il a une indication chez l'enfant. Et pour les inhibiteurs de phosphodiesterase, on est hors AIM, le sildenafil et le tadalafil. À l'hôpital, nous avons le macitentan, le tadalafil, d'autres classes thérapeutiques. Les procédures, nous ne l'avons pas au Maroc. Nous pourrions avoir le Vélétri, la prostacycline, elle requiert la voie élevée, mais elle requiert un service de soins précis avec le service de continuité de soins à domicile, ce qui n'est pas applicable encore chez nous au Maroc. Et puis, nous avons le Celexipa, qui est disponible chez nous, et on a vu, nous l'avons également à l'hôpital. Alors, ça, c'est pour les classes thérapeutiques disponibles au Maroc. Pour revenir aux indications chez notre patient, recommande les guidelines pour un patient naïf de tout traitement pour notre patiente non répondeuse.
si on l'a classée en risque élevé, elle devrait recevoir une association de vasodilatateurs incluant une prostacycline en IV. Donc ça, c'était pour le cas clinique avec l'approche thérapeutique que nous avons eue. Après le traitement, qu'est-ce qu'il convient de faire? Nous devons assurer le suivi et l'évaluation. Alors, la patiente a fait une cyclise hépatique, on a arrêté le traitement, puis elle a été repris après la normalisation. On est en période de confinement. Le bilan qui était proposé à 3 mois, clinique, échographique, est reporté. On s'est tenu à l'entretien téléphonique. Il y a une absence de séparation de la patiente. Elle ne fait plus de syncope. Et le bilan biologique, évidemment, et l'histoire anticoagulant, nous vérifions l'INR, nous vérifions le bilan hépatique, et nous proposons, dès que le service de cardiologie reprenne les explorations après déconfinement des HTAC, nous reprendrons l'évaluation avec le contrôle hémodynamique à 6 mois. Alors, pour revenir à la définition de l'hypertension pulmonaire, alors la nouvelle définition telle qu'elle a été publiée en 2019, c'est que toutes les hypertensions pulmonaires sont définies à partir de 20 mm de mercure. Alors, les hypertensions pulmonaires précapillaires concernent les 3 groupes. Alors, on considère que les précapillaires, quand il est supérieur à 20, que la pression d'occlusion est moins de 15 et que les RVP sont supérieurs à 3. Constatez que le seuil a été laissé à 20. Pourquoi 20? C'est parce qu'il y a des données et des méta-analyses qui ont montré qu'il y a des situations où la pression pulmonaire peut augmenter dans certaines situations de cardiologie où la pression peut être augmentée. Donc, on a préféré baisser le seuil pour baisser le seuil de la définition et retenir le 20. Vous notez que pour la post-capillaire, on retient la pression d'occlusion supérieure à 15 et les PVR supérieurs à moins de 3. Dépression, donc l'hypertension pulmonaire combinée pré-post-capillaire, vous voyez, c'est l'association, donc l'occlusion élevée à 15 et là, les RVP supérieurs à 3. Vous avez remarqué que dans cette définition, l'hypertension, le terme précapillaire a été élargi aux 4 éléments du groupe 1, 3, 4 et 5 que nous verrons et que les RVP font partie de toutes les définitions. Pourquoi? C'est parce que, selon également l'ensemble des données, il y a l'intérêt dans certaines formes d'hypertension pulmonaire, exemple les post-emboliques, les maladies respiratoires chroniques, les PVR peuvent être augmentés à 3. Et puis, le devenir de ces patients sont placés en borderline avec une pression pulmonaire moyenne entre 21 et 24. À long terme, ils développent ils s'aggravent. Et on sait que surtout chez les groupes d'hypertension artérielle pulmonaire, les sclérodermie, l'hypertension thromboembolique, même avec des pressions basses, ces patients sont symptomatiques. Donc, la nouvelle définition, c'est que c'est une hypertension pulmonaire supérieure à 20 mm de mercure et les RVP ont été inclus en définissant toutes les 3 groupes. Maintenant, pour la classification, on distingue 5 groupes. Groupe 1, c'est le groupe de l'hypertension artérielle pulmonaire qui comprend l'hypertension pulmonaire idiopathique, l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, l'hypertension artérielle pulmonaire irritable et l'hypertension artérielle pulmonaire liée aux médicaments. Dans cette nouvelle classification, on a retenu que deux groupes de situations, de groupes de médicaments définis ou non. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire peut être associée au connectivite, au VIH, à l'hypertension portale, cardiopathie congénitale et au parasitose. Le groupe, il y a une nouvelle définition, c'est surtout les non-répondeurs. On considère qu'ils sont non-répondeurs après une année de traitement. Et puis, on a groupé la maladie pulmonaire sous une seule forme, sur la déclinaison comme sur l'ancienne classification. Et puis, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire immodérée. Ça, c'est pour la classification du groupe 1. Pour le groupe 2, nous avons l'hypertension pulmonaire donc liée au cœur gauche. Alors, donc, lié au cœur gauche, il y a le RAF-PEF, puis il y a, avec la réduction de la fraction d'éjection, une valvulopathie mitrale, les cardiopathies donc, congénitales. Le groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire liée aux maladies respiratoires chroniques hypoxiques, les pathologies obstructives et les pathologies donc, restrictives et certaines autres situations. Le groupe 4, c'est l'hypertension pulmonaire donc, liée à l'hypertension chronique thromboembolique et d'autres situations. Puis le groupe 5, c'est les formes mixtes. Donc nous avons 5 groupes d'hypertension pulmonaire et l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le groupe 1 et les protocoles thérapeutiques de l'hypertension artérielle pulmonaire s'adressent au groupe 1 uniquement. Alors,
Cette classification elle a l'intérêt d'être adaptée à l'enfant et à l'adulte. Elle regroupe des groupes qui ont une pathogénie et une classification et un critère immunogénique unique adapté, et la réponse au traitement est la même. C'est le groupe homogène. Je n'ai pas relaté la classification liée aux cardiopathies congénitales qui est à part. Alors, si on revient au groupe des HTAP, alors la plus fréquente, vous voyez la prévalence en Europe, 50% sont représentés par les idiopathiques, les irritables, et aussi les idiopathiques, on a les formes héritables et puis les formes familiales qui se retrouvent avec ces mutations génétiques. Quand on passe aux hypertensions artérielles pulmonaires associées, donc selon l'Occident, vous verrez les prévalences suivantes de connectivite à 15 à 30 et aux portes pulmonaires 5 à 10, alors que dans le monde non occidental comme la Chine, vous avez une prévalence de cardiopathie congénitale non corrigée. Au Maroc, nous avons une prévalence des HTAP sur cardiopathie non corrigée à l'adulte, mais nous avons des HTAP sur connectivite aux médicaments, on n'en a pas relaté, mais associés aux hypertensions pulmonaires, nous en avons vu. Alors, l'hypertension pulmonaire 2, c'est le cœur gauche. Alors, dans cette classification de 2019, alors, vous voyez qu'il y a le principal diagnostic différentiel, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire avec le RAF-PER. Alors, il y a une approche à trois niveaux. D'abord, on identifie le phénotype clinique d'un profil d'hypertension pulmonaire du corps gauche. On détermine par un pré-test de probabilité le profil du cœur gauche, puis on va décider quand on va faire l'examen invasif pour ne pas exposer ces patients. Et là où il faut décider de faire un test, le cathétérisme cardiaque droit avec remplissage ou pas, M. Chtaoui va nous en parler probablement. Alors, le groupe 3, c'est les hypertensions pulmonaires des hypoxiques. Alors, pour ces groupes, alors vous avez, c'est les pathologies liées aux poumons, puis restrictives et hypoxémiantes. Si on prend les PPCO sévères, 90% ont une hypertension pulmonaire. Ça, c'est vraiment, selon ces études, aurait une hypertension pulmonaire et elle serait entre 20 à 35. Pour la pneumopathie fibrosante et les autres. Elma, excuse-moi de t'interrompre. Si tu peux t'approcher un petit peu du micro, oui. Parce que tu as un petit souci de micro. Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour les pathologies respiratoires, en pré-greffe, on a constaté qu'il y a 50% d'hypertension pulmonaire au niveau des pneumopathies fibrosantes et l'emphysème fibrose des bases. Alors, à noter qu'on peut classer, il y a une classification de sévérité des hypertensions pulmonaires au cours des maladies respiratoires chroniques. Remarquez qu'une PATM supérieure à 35 considérée comme sévère, ou alors supérieure à 25, mais avec un débit bas. Il est considéré comme sévère. Vous voyez le pronostic comparé de l'HTAP avec l'hypatique, avec le groupe des hypertensions de groupe respiratoire, elles sont beaucoup plus sévères que l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1. Alors, le groupe 4, c'est les hypertensions pulmonaires post-emboliques. C'est un groupe où vous voyez qu'il n'y a pas une prévalence élevée d'embolie pulmonaire, c'est moins de 4% d'embolie pulmonaire retrouvée. Et sur une méta-analyse, il y a beaucoup plus d'études. Dans le groupe de registre européen, vous voyez qu'il y a des facteurs de risque. Alors, l'hypertension post-embolique est beaucoup plus fréquente chez les obèses en pathologie tumorale et dystoblienne. Et c'est un groupe où il y a beaucoup d'actualités, aussi bien diagnostiques et thérapeutiques, surtout des techniques instrumentales et une molécule qui a l'AML. Et c'est un groupe où il y a d'importantes avancées. Le professeur Ander va nous en parler probablement sur le traitement. Alors, c'est important dans l'investigation de l'hypertension post-embolique, il convient de la distinguer de la maladie chronique chronique post-embolique. Alors, deux éléments importants, c'est le cathétérisme cardiaque droit. Dans la CITEF, on a une hypertension au repos. Dans l'autre entité, la maladie chronique post-embolique, on n'a pas d'hypertension au cathé. Donc, tous les autres, il y a des anomalies. Et on partage également le traitement anticoagulant. Donc, avant de retenir l'hypertension post-embolique, le cathétérisme cardiaque droit est important puisque les défects, on va les avoir sur les deux groupes scintigraphiques. Le groupe 5, comme vous voyez, c'est le groupe d'étiologie mixte où il y a des anomalies hématologiques. Le groupe d'hystéroïdie n'en fait pas partie. C'est un groupe assez complexe où il y a un mécanisme intriqué et on n'a pas un mécanisme et on a des situations un peu plus complexes.
Et c'est un groupe assez hétérogène et je peux comprendre également une médecine de fibrose. Alors, pour revenir à notre patiente, vous vous rappelez, la patiente de 21 ans, elle est sans facteur de risque, elle n'a pas de prise de médicaments, on l'a déjà dit, probabilité élevée à l'échographie qui est un examen de screening. On a éliminé le cœur gauche, comme vous avez vu, le pas de maladie respiratoire, elle a une USR qui est légèrement, qui n'est pas hypoxique, il n'y a pas d'anomalie parenchymateuse, il n'y a pas de maladie thromboembolique, il n'y a pas de valvulopathie mitrale chez cette patiente, ni cardiopathie congénitale. Son KT a montré, comme vous avez vu, une hypertension pulmonaire élevée, elle n'est pas répondeuse. On a éliminé chez notre patiente, il n'y a pas de forme d'élément de connectivité, il n'y a pas d'élément de cardiopathie congénitale, sérologie virale négative, pas d'hypertension totale. Par contre, éliminer les maladies non occlusives, sur les données, certaines maladies non occlusives peuvent se faire en 25% de malades HAP idiopathiques classés initialement, même avec une imagerie thoracique normale. Chez notre patiente, l'imagerie thoracique est normale, elle n'a pas fait d'œdème pulmonaire au cours du KT, c'est important. Elle n'a pas fait de complications quand elle a commencé le traitement vasodilatateur, on est à 3 mois, donc on n'est probablement pas sur la maladie non occlusive. Et comme vous avez vu, on a évalué le risque de sévérité, c'est ces éléments déjà suscités. C'est une patiente qui a un risque élevé, donc nous l'avons classée comme une hypertension artérielle pulmonaire non répondeuse, classe 3, à risque élevé, et chez qui l'indication thérapeutique serait de recevoir une association de vasodilatateurs incluant la procycline IV. Dans notre situation, en absence de procycline IV, la patiente a reçu la thérapie, on est à 3 mois, elle se présente bien, elle n'a pas présenté de complications, à part le cytolyse initiale. Comme on est en confinement, on n'a pas réévalué. Elle sera réévaluée avec une prestation hémodynamique et les autres paramètres également. Donc ça, c'était un cas clinique synthèse pour vous résumant la situation de prise en charge diagnostique thérapeutique au Maroc et au travers de laquelle je voulais introduire la classification avec une session. Donc, le professeur Clavé va traiter la seconde étape, le professeur Humbert fera donc la prise en charge thérapeutique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karima, pour cette présentation. Malheureusement, le son, il était un tout petit peu perturbé, mais ta présentation était excellente.